On finit sur une semaine assez flat sur le portefeuille avec une performance d'à peu près 0,9% cette semaine contre moins 1,86% pour le S&P 500, ce qui nous met depuis le début de l'année à une performance de 20,19% contre à peu près 11,62%. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses. On va parler premièrement de l'IA, de toutes les dépenses qui sont liées à l'IA avec une vidéo qui est intéressante et qui permet de comprendre un petit peu toute cette folie qu'il y a autour des CAPEX. On va également parler des résultats de Walmart très rapidement et surtout de ce que ça a indiqué parce que c'est pas terrible. Il y a des signes qui sont intéressants à voir et surtout par rapport à investir dans les secteurs défensifs. Je vois de plus en plus de personnes se dire ça devient un peu fou ce qui se passe dans la tech avec l'IA et tout, les marchés sont très chers. Donc je vais aller sur des boîtes plus défensives pour me protéger. Vous allez voir ici que c'est la pire des choses à faire et que c'est pas parce que la boîte a des caractéristiques défensives que c'est forcément un investissement défensif et un investissement qui va protéger votre portefeuille. On va le voir avec des exemples directement là-dessus. Et on va parler également de deux choses, deux stats qui sont sortis cette semaine par Cobasi Later. C'est le nombre de pressions vendeuses qu'il y a sur les marchés qui est sur le plus bas niveau historique. Ça va être potentiellement même la première fois de l'histoire qu'il y a aussi peu de pression vendeuse sur les marchés sur une année et également du nombre d'argent qui sont investis par les particuliers en bourse, majoritairement aux États-Unis, qui atteint encore une fois des niveaux records. Et généralement, quand ça atteint des niveaux records, c'est rarement pour nous dire que les marchés se portent très bien ou du moins qu'ils vont continuer de bien se porter. Donc on va pouvoir voir ça dans cette vidéo. Juste avant d'aller plus loin, si vous voulez qu'on travaille ensemble pour construire un portefeuille qui surperforme parce que vous n'avez pas forcément le temps et donc vous avez besoin d'aide pour construire ça sans que ça vous prenne des heures tous les mois, ou alors si vous êtes à la recherche d'une méthodologie d'investissement pour surperformer les indices, améliorer votre portefeuille, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. On me parle de votre projet au téléphone, on fait un audit de votre situation et votre portefeuille et on voit comment est-ce que je peux vous aider à améliorer votre performance en bourse. Donc on commence directement par le sujet, on va dire un peu macro entre guillemets, sur ceci. Donc on a ici ce qu'on appelle le downside volume. En 2026 est actuellement en voie de devenir la seule année calendaire depuis au moins 30 ans sans aucun jour de volume de baisse du New York Stock Exchange à 80% ou plus. Ce sont des jours où au moins 80% du volume d'échange provient d'actions en baisse, signalant une pression de vente inhabituellement large. À titre de comparaison, en 2008, on a eu 49 jours pendant la crise financière, 33 en 2022, 9 seulement l'année dernière. La moyenne depuis 1997 est à 21. Aucune année calendaire a enregistré moins de 5. Donc la traduction est un peu bizarre, c'est parce que c'est traduit de l'anglais. En d'autres termes, la pression de vente a été presque inexistante jusqu'à présent en 2026. Donc là, il conclut les marchés sont plus résilients que jamais. Pas vraiment, parce qu'à chaque fois qu'on a des pics aussi bas, souvent on a une année qui suit qui ne va pas forcément être terrible. Vous voyez, 99, pic très bas. On a eu le crack des dot-com en 2000 et ensuite ça s'est accéléré avec les années. On a eu 2005-2006 très bas et puis après on a vu ce qui s'est passé 2007-2008. On a eu 2017 très bas. 2018 n'a pas été une excellente année en bourse. Ça a été il y a eu surtout beaucoup de volatilité. Je me souviens plus si ça a fermé l'année en positif ou pas en 2018, mais il y a eu beaucoup de volatilité et des grosses pertes. C'était lors du premier mandat de Trump. Et donc là, on commence à enchaîner de nouveau des années où c'est très très faible. Est-ce que ça veut dire qu'un crack boursier va arriver? Non, Ça veut juste dire qu'il y a un optimisme assez clair sur les marchés en ce moment et qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas prendre pour acquis les plus-values qui ont été réalisées depuis le début de l'année, qu'il ne faut pas prendre pour acquis toutes les boîtes parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de boîtes qui ont des fondamentaux ridicules, qui performent extrêmement bien en bourse parce que l'histoire est belle. Parce que on veut croire au futur magnifique de cette entreprise. On veut croire à l'histoire future de cette entreprise. Et ça, ça ne paye pas très bien sur du long terme en bourse. C'est là où les gens se font souvent piéger. C'est ce qu'on a eu dans lors de la bulle Internet, des magnifiques histoires sur Internet pour finalement que tout s'effondre et que ça fasse n'importe quoi. Alors là, vous allez me dire, oui, mais avec l'IA, on a des chiffres, c'est beaucoup plus intéressant.
Alors oui, il y a des rentabilités, certaines boîtes sont rentables, mais tout de même, il faut faire attention parce qu'il y a une énorme économie circulaire. Donc je vais vous mettre cet extrait ici qui est, je pense que vous connaissez plus ou moins ce mème, hein, il a été un peu partout. Et donc ça explique quand même assez bien la situation de l'IA et vous pouvez voir un peu l'idée qu'il y a derrière. Alors les sous-titres sont en anglais, ok, mais normalement vous devriez comprendre et je vais expliquer très rapidement juste après l'extrait. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver la 20 paellera. ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. ¿Y tú? ¡Ay, qué hacemos ahora! Con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo Bon, on va s'arrêter là, mais je pense que vous avez compris l'idée derrière tout ça. C'est que oui, sur le papier, tout ça, ça semble être profitable, mais à l'heure actuelle, sans toute l'économie circulaire qu'il y a autour de l'IA, il n'y a rien de profitable. Beaucoup de choses qui sont marquées en profit sont actuellement pas réellement du profit, c'est juste de l'argent qui circule entre tout le monde. Donc faites bien attention à ça, je trouve que ça... Dans ce sketch, on va dire la traduction, hein, parce que c'est pas la traduction exacte de ce qu'ils se disent, hein, ça revient un petit peu là-dessus et ça explique un petit peu la chose. Donc attention à tout ça, parce que le jour où ça arrête d'investir là-dedans, où les fonds sont coupés, comme dit Warren Buffett, c'est quand la marée se retire qu'on voit qu'ils se baignaient de nu. Et bien là, on pourrait avoir le même phénomène qui arrive sur l'IA, qui arrive sur tout ça. Donc il faut faire attention, faites attention aux valorisations, faites attention aux boîtes que vous achetez. Je sais que acheter des boîtes, quand on voit des backlogs à 300 milliards, 500 milliards, ça fait rêver, hein. Mais la réalité, c'est que ces backlogs ne seront pas tous monétisés, qui ne seront pas forcément tous rentables. Donc faites bien attention à tous ces chiffres immenses que vous pouvez voir. N'oubliez pas que s'ils commencent à parler de backlog et tout, c'est pour attirer les investisseurs. Si ça n'avait pas un intérêt derrière, ils ne le feraient pas. Il y a des années, on ne parlait quasiment pas de backlog. Okay, c'est quelque chose qui est depuis 2 ans, d'un coup, tout le monde en parle. Avant les backlogs, on en parlait à peine dans le domaine des CRO et dans les boîtes pharma, dans des boîtes de tests pharma du style Medpace, Thermo Fisher et tout ça. Mais dans le reste, on en parlait très peu. Maintenant, c'est la métrique la plus regardée quasiment. Donc, faites bien attention à ça, ne vous faites pas piéger. C'est juste ça, le message ici. Ne vous faites pas piéger avec les valorisations qu'il y a, avec toutes les promesses qu'il y a, parce qu'il y a un jour où ça va devoir se calmer. Et donc, j'espère pour vous que ce jour où ça devra se calmer, vous n'êtes pas trop exposé, ou alors que vous avez fait des achats, des bonnes valorisations qui ne mettront pas en danger votre portefeuille. On va parler rapidement maintenant des résultats de Walmart. Walmart, en gros, ont publié leurs résultats, l'action chute pas mal depuis les résultats. Pourtant, on est sur une boîte qui est censée être défensive. On a l'action qui a perdu en 5 jours 10%, en un mois 7%, mais là, depuis l'annonce des résultats, boum, ça chute assez lourdement. Pourtant, les résultats n'ont pas été si mauvais que ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a deux, trois choses qui sont. Le consommateur est tendu, d'après les déclarations de Walmart. Les prix élevés de l'essence sont une préoccupation. Et la croissance des ventes aux États-Unis la plus lente en 6 ans. C'est la croissance des ventes la plus lente en 6 ans. Wall Street visait une croissance des ventes comparable aux USA de 3,7%. Elles se sont établies à 2,6% au trimestre 2 et ont raté l'estimation de DPS de 0,68 pour le T3 en guidant pour 0,64.
4. L'entreprise a enregistré une croissance du chiffre d'affaires à 5,9 et de l'EPS à 19% pour le T2. Les données du marché du travail indiquent que le consommateur va bien, mais certains des résultats des entreprises montrent un tableau différent. On a Walmart qui nous dit que ça ne va pas si bien que ça. Okay, on est sur une boîte qui est censée être défensive. Alors si c'est défensif, pourquoi on perd autant depuis les plus hauts? Pourquoi ça baisse autant? Il y a une raison à ça, c'est qu'une boîte défensive, peut-être défensive de par sa nature, n'est pas forcément un investissement qui va être défensif pour un portefeuille. La raison, c'est souvent, et c'est quasiment tout le temps, la valorisation. Walmart se payait très cher jusqu'à présent. Ça se payait 40 fois les bénéfices pour une entreprise avec 10-12% de croissance des bénéfices nets par action. Ça se payait extrêmement cher. Des boîtes tech aujourd'hui se payent moins cher que du Walmart pour une croissance 2 fois supérieure. Il faut comprendre la chose. Donc oui, je suis d'accord que c'est plus défensif, c'est un business où globalement tout le monde continuera d'aller chez Walmart, tout le monde continuera de consommer, mais tout ça a un prix et malgré l'avantage compétitif, il faut faire attention parce que quand c'est payé trop cher, on ne peut pas espérer grand-chose. On ne peut pas espérer faire des gains là-dessus. Donc je pense que pas mal ont dû se faire piéger un petit peu avec Walmart, acheter sur des niveaux de valorisation qui font aucun sens. Et acheter à 22 fois les bénéfices, ouais, ça fait du sens. Là, ça vient créer une position qui protège le portefeuille. Par contre, acheter à 43 fois les bénéfices, à 40 fois les bénéfices, ça vient couvrir rien du tout. Et ça, on s'en rend compte uniquement quand les problèmes arrivent. Quand il n'y a pas de problème, quand l'entreprise semble avancer comme il faut, oui, la valeur est défensive à souhait, c'est parfait, c'est un petit peu comme Air Liquide. Pendant que le cours de l'action Air Liquide monte, tout le monde dit que c'est la meilleure boîte du monde, mais que par contre, quand ça va commencer à prendre en moins 10, en moins 15%, d'un coup, les gens vont commencer à réfléchir, vont commencer à se dire « Ah mais oui, mais c'est vrai que la dilution des actionnaires là pour financer l'action offerte tous les quelques années, c'est pas terrible, que la croissance finalement, elle n'est pas si terrible que ça. Alors oui, les résultats sont assez constants, mais est-ce que ça justifie de payer aussi cher pour une boîte qui a si peu de croissance? Pas forcément. Sauf que ça, les gens commencent à en parler que quand ça va mal. Ils n'en parlent pas quand ça va bien, quand l'entreprise bat tous les records. Pareil avec Hermès. Quand l'entreprise est à 2000, 2500 euros, il n'y a aucun problème, tout va bien, c'est le meilleur avantage compétitif du monde. De toute façon, ils sont capables de vendre des Birkin et de doubler les prix. Il y aura toujours autant de personnes qui achèteront les Birkin s'ils les doublent. Mais aujourd'hui, que ça prend moins 40, moins 50%, là où il y a finalement le luxe, c'est cyclique. Finalement, le luxe ne se porte pas si bien, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on imaginait. Donc attention, les sentiments sur le marché changent beaucoup. C'est pour ça que la valorisation est très très importante. Quand je dis valorisation, je ne parle pas forcément de se plonger sur des purs value play du style Pfizer, du style Nike, du style Adobe, etc. où on veut aller sur des boîtes avec des PER à 10 et que ça explose. Non, on n'en sait rien. Globalement, depuis une quinzaine d'années, l'investissement pur value, ça sous-performe. Ce que je vous dis par faites attention à la valorisation, c'est faites attention à ne pas payer trop cher. Achetez des actifs de grande qualité, des actions d'une qualité exceptionnelle quand les prix sont corrects. On ne va pas forcément chercher le deal du siècle, on ne va pas forcément chercher la pire sous-valorisation possible, mais quand c'est des prix intéressants. Et là, je suis désolé de vous dire ça, mais Walmart à 37 fois les bénéfices, ce n'est pas une affaire. À quelle heure vous vous réveillez et vous vous dites c'est une affaire? À quelle heure quelqu'un là peut m'expliquer par A plus B que payer 37 fois pour une boîte qui grossit de 10-12% par an, c'est une affaire, honnêtement, qui prévoit en plus de grossir de 9% par an. Oui, il y aura toujours des ventes, Walmart va continuer d'exister, mais pas à ces prix-là. À ces prix-là, je ne pense pas que vous allez perdre de l'argent dans 10 ans à faire ça. C'est juste que vous avez beaucoup de chances de faire bien moins bien qu'un indice ou bien moins bien que d'autres entreprises qui auraient pu être achetées à un meilleur prix. Et en plus de ça, vous vous exposez à potentiellement un drawdown qui pourrait faire peur. Un autre truc qui vient peser aussi sur les résultats de Walmart, c'est le tonton Donald qui annonce qu'il veut un accord pour réduire les prix du bœuf haché de 25% pour les 90 prochains jours. Et là, le gouvernement américain devient de plus en plus totalitaire. Il commence de plus en plus à mettre des restrictions sur des entreprises, à prendre des parts dans des entreprises, à venir bloquer certaines choses pour essayer de faciliter la vie des consommateurs, etc. Ce n'est pas quelque chose que les États-Unis ont l'habitude de faire. C'est quelque chose qui est plutôt asiatique, chinois. Ce n'est pas trop quelque chose qu'on voit aux États-Unis. Et ça pourrait faire peur aux investisseurs sur du long terme. Il y a un moment où ça pourrait venir faire peur aux investisseurs parce que là, le gouvernement vient intervenir de plus en plus sur des choses où il n'est pas censé intervenir. Forcer les entreprises à réduire le prix du bœuf, c'est pas normal.
Parce qu'en règle générale, le marché s'auto-ajuste. C'est-à-dire le prix du bœuf est trop cher, les gens arrêtent d'acheter du bœuf, ils vont acheter du poulet à la place. Du coup, il y a moins de production de bœuf, ce qui fait que le prix du bœuf va continuer d'augmenter jusqu'au jour où tout le monde se dit attends, faire du bœuf ça rapporte autant, donc vas-y, je vais produire des bœufs, du bovin pour ensuite vendre de la viande de bœuf qui rapporte beaucoup plus que la viande de poulet. Et une fois que tout le monde s'est mis à produire du bœuf, il y a une abondance de bœuf sur le marché. Et dans ce cas, on a les prix qui baissent parce qu'il y a plus d'offres que de demandes. C'est le marché qui évolue comme ça. Le problème quand on vient essayer de le réguler, c'est que ça vient donner des problèmes. Quand je dis réguler, il y a régulation et régulation, bien évidemment. Il y a une différence entre réguler pour qu'on oblige les entreprises à avoir du bœuf de qualité qui ne vienne pas tuer la population et d'un autre côté qu'on oblige à avoir du bœuf pas cher parce qu'on a décidé qu'il fallait baisser les prix. C'est deux choses qui sont complètement différentes ici, donc il faut faire la part des choses là, mais forcer les baisses comme ça se finit jamais bien pour le consommateur, ça se finit jamais bien pour les entreprises parce que ça vient baisser les entreprises. Deux gros exemples qui ont marqué un petit peu là-dedans, c'était l'immobilier à New York, je ne sais plus quelle maire c'était, mais en gros ils avaient capé les loyers à New York, les propriétaires ont décidé d'arrêter de louer. On dit si on ne peut pas mettre les loyers qu'on veut, nous ça ne sert à rien de louer parce que de toute façon notre bien va être détruit, ça va être abîmé, etc. Donc on arrête de louer, crise du logement. On a eu pareil en Californie où les politiques d'assurance n'avaient plus le droit de facturer au-delà d'un certain montant. Vous pouvez facturer, on va dire, je dis n'importe quoi en termes de chiffres, en gros ils ne pouvaient pas facturer plus de $200 par mois. Donc ils ont dit ok, on ne peut pas facturer $200 par mois. On a eu les incendies qui ont eu lieu en Californie, personne n'était assuré pour les incendies. Ils ont eu leur maison qu'on brûlait, ils n'étaient pas assurés. Pourquoi ? Parce que à $200 par mois, il y a certaines choses que la compagnie d'assurance ne va pas assurer, tout simplement parce que c'est pas rentable pour elle, ça prend trop de risques pour elle et elle risque de faire faillite. Donc le service qu'ils proposent, ok, on le cape à $200, mais vous avez l'équivalent de $200 de service. Vous n'avez plus l'équivalent de $400 ou $500 si vous aviez payé ce prix-là. Et donc là, c'est ce qui se passe, c'est ce qui pourrait se passer ici. Donc attention à ça. Attention aux régimes qui deviennent un peu totalitaires, qui viennent mettre trop de poids là-dessus parce que ça va venir potentiellement inquiéter sur les résultats de Walmart, ça va venir peser sur la balance. Et donc quand tu payes ça 30 fois les bénéfices, 40 fois les bénéfices, c'est pas des news qui sont très bonnes. C'est pas des news qui vont permettre de développer des profits. Donc faites attention. Un autre exemple de boîte avec un super avantage compétitif, là on est d'une boîte d'une grande qualité. On est sur Rollins. Rollins, c'est une boîte qui fait du Pest and Wildlife Management Solution. Ils ont des revenus prédictibles, ils ont une croissance très stable. Vous voyez, ça fait 10 ans, 10% par an de croissance de chiffre d'affaires. On va aller regarder ça. Hop. Vous voyez, le chiffre d'affaires depuis 1996, ça a grossi à peu près à 6% par an. Et là, ça a accéléré à peu près depuis 2000, depuis à peu près 2015, on a une accélération, on est repassé aux alentours de 10% par an. Si on prend les bénéfices par action, on a une entreprise alors ça c'est le nombre d'actions en circulation, bénéfices par action d'une entreprise qui grossit de 13% par an, sur 30 ans de 24% par an, et sur les 5 dernières années, 13% par an. Donc très belle croissance du bénéfice par action, mais le cours de l'action, il a perdu. Vous allez le voir ici, là, depuis les plus hauts. On a eu les plus hauts en février 2026 à $65. On est à peu près à $37. Quasiment moins 50% en quelques mois. Pourquoi ? Encore une fois, c'est toujours la même chose. La valorisation. Vous avez beau avoir le meilleur business model du monde, mais quand on vous paye 55 fois les bénéfices, vous attendez à quoi ? Vous attendez à ce que ça aille comment ? 55 fois les bénéfices pour une boîte qui grossit à 13% par an, on va dire, c'est pas justifié. C'est beaucoup trop cher. Alors oui, je veux bien entendre qu'ils ont un avantage compétitif énorme, qu'ils sont irremplaçables ou quoi que ce soit. Très bien, là n'est pas la question. Encore une fois, ça aurait pu être, c'est de l'industriel, ça aurait pu être un investissement défensif. Mais on n'est pas du tout défensif, on est là, on se fait démonter tout simplement parce que c'est payé trop cher. 32 fois, c'est potentiellement encore trop cher. Il va falloir attendre un petit peu qu'on nous soit peut-être aux alentours de 20, 25 fois. Là, ça pourrait devenir un investissement intéressant et qui, pour le coup, là, deviendra défensif. Maintenant, il faut faire attention parce que ce qu'on a dans les résultats, c'est des choses qui sont un petit peu dangereuses. La première qu'on a eue dans les signaux d'alerte, départ soudain et non justifié du CFO entre le trimestre 1 et trimestre 2.
Communiqué de presse annonçant une enquête pour fraude en valeur mobilière sur l'entreprise. Sur-recrutement au trimestre 2 basé sur des prévisions erronées détruisant les marges, incrémentales. On a en gros ici la faiblesse du résidentiel. Nos résultats du deuxième trimestre n'ont pas répondu à nos attentes, principalement en raison d'une croissance plus lente dans certaines parties de notre activité. Ils ont dû revoir les guidance à la baisse, réviser à la baisse au moins 6%. Précédemment, c'était 7-8% et ça risque de continuer. Les marges qui sont en baisse. Pourtant, on avait eu l'ancien CFO qui avait déclaré que c'était bon. Tu vois, les promesses au trimestre 1 2026, l'ancien CFO Ken Krause avait réaffirmé avec force une croissance organique de 7 à 8% et des marges incrémentales de 25 à 35%. Un trimestre plus tard, le nouveau CFO réduit ses objectifs à 6 et 10%. 10% par rapport à 25 à 30%, c'est énorme. Hein. c'est 3 fois moins presque. Ok, donc ça pique. Ça pique. Ok, ça révèle un manque sévère de visibilité, un mauvais contrôle des coûts à l'approche de la haute saison. Donc attention, le discours qui change au trimestre 4 2024 et trimestre 1 2026, la direction blâmait la météo capricieuse et les tempêtes de verglas. Au trimestre de 2026, l'excuse se dépasse vers la saison tardive des moustiques, la pression parasitaire et le comportement de recherche numérique des consommateurs. La direction pointe systématiquement des facteurs externes plutôt que d'assumer ses échecs d'exécution. Donc là, on est sur le value trap qui est en train de se dessiner. La situation là qui se passe ici sur Rollins, ça ressemble pas mal à Fiserv, à ce qui se passait sur Fiserv il y a à peu près un an, quand le CEO est parti, quand l'action a commencé à décrocher, que le CEO est parti. Vous voyez, c'était ici, et ça a été la descente aux enfers et ça s'est pas arrêté. C'est passé de en mars 2025 à peu près $230 à maintenant ça vaut $65. Okay, c'était plus ou moins la même chose. D'abord le CEO qui part, toute l'équipe qui part, ils se rendent compte après le nouveau CEO se rendent compte qu'ils avaient mal déclaré certains revenus, enfin qu'ils avaient tiré profit, on va dire, de l'inflation en Argentine, mais que les résultats nets d'inflation, c'était pas terrible, mais vu qu'il y avait l'inflation, ça donnait des choses super et que ça n'avait pas été ajusté de l'inflation pour la communication aux actionnaires, ce qui fait qu'on avait l'impression que l'entreprise se portait très bien alors qu'elle se portait pas bien du tout. Et ensuite, on a le nouveau CEO qui est parti il y a quelques semaines, quelques mois, alors que ça faisait à peine un an qu'il était en place, qu'il voulait tout restructurer. Je pense qu'il a dû voir le bourbier que c'était. Donc attention. Maintenant, ce qui me plaît, on va dire, sur Rollins par rapport à Fiserv, c'est que c'est l'ownership. L'ownership de Rollins me semble quand même beaucoup plus attrayant, beaucoup plus intéressant, étant donné qu'on a toujours les trusts, les trusts de la famille Rollins, quoi, qui possèdent encore pas mal de parts de l'entreprise. On a Gary Rollins qui possède aussi 1%. Donc il y a une entreprise qui est toujours familiale, qui est toujours dans la famille. Donc c'est quelque chose qui peut aider, qui pourrait l'aider à mieux se relever de tout ça. On a quand même une qualité comptable qui est très bonne, hein. On n'a quasiment pas de dette, des marges qui sont stables, une rentabilité des ROCE qui sont très élevées, des ROIC qui sont très élevés également. On a peu de CAPEX, peu de stock-based compensation. Donc on est sur une très très belle boîte. Maintenant, il va falloir élucider ce qui se passe avec le CFO, ce qui se passe avec ses guidance et à quel point c'est un vent contraire qui est juste temporaire, qui va juste être maintenant et ça, d'ici un an ou deux, c'est réglé et ça repart, ou si c'est inscrit pour durer parce qu'il y a vraiment un problème au sein du management de l'entreprise et au sein de la direction de celle-ci. Donc à voir là-dessus. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça reste trop cher pour une boîte de ce style. Hein. Ça se paye 32 fois les bénéfices, 28 fois le free cash flow. Donc on va aller calculer ça. On va prendre le free cash flow. On a un free cash flow de 619 millions de dollars. Pour justifier le prix actuel, il faudrait qu'on reste sur un price sur free cash flow de 28 et qu'on ait une croissance de 12% par an du free cash flow par action. Est-ce que c'est possible? Oui, mais ça voudrait dire qu'on reste sur un price sur free cash flow qui ne bouge pas, qui reste à 28. Je trouve que c'est cher pour 12% de croissance. Moi, je viserais plutôt entre 20 et 25 ici. Donc, on va se mettre à 23. 23, je trouve que ça justifierait ça, et ce qui fait que pour faire du 13% par an, il faudrait acheter l'action à $30. On est aujourd'hui à 36, il y a encore 15-20% de baisse à aller chercher en plus pour avoir
pour avoir la performance que l'on souhaite sur l'entreprise, autour de 13%, pour avoir des marges de sécurité qui sont convenables. C'est possible, mais voilà quoi. Avant 30 $, je trouve que c'est peut-être trop risqué. C'est peut-être trop risqué de se positionner, ça ne laisse pas assez de marge de sécurité. Le business mérite d'être creusé, ok, on a potentiellement un bel avantage compétitif là-dedans, il semble avoir une belle situation là-dessus. En plus de ça, c'est très très stable, hein. Vous pouvez voir la qualité de l'entreprise, c'est ultra stable, la croissance des chiffres, c'est impressionnant, hein. C'est tout ce qu'on aime sur une entreprise, hein. C'est absolument tout ce qu'on aime si on regarde les bénéfices, les marges opérationnelles. Elles avaient baissé en 2019 et là elles repartent à la hausse et elles deviennent très 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 stables. Et historiquement, elles ont quand même une tendance assez haussière, même s'il y a eu cette baisse qui est arrivée là pour ensuite repartir. Donc on a une belle entreprise, malheureusement la valorisation vient faire des siennes et ça montre encore une fois à quel point, peu importe la qualité d'une entreprise, peu importe la qualité d'une équipe de management, tout a un prix et payer trop cher, c'est s'exposer. Donc si vous voulez construire un portefeuille défensif aujourd'hui, ça ne se fait pas par acheter des boîtes défensives, ça ne se fait pas par acheter des boîtes de consommation courante, des boîtes à dividendes, des boîtes dans la santé, dans l'industrie, etc. Ça se fait en achetant des boîtes quand elles ont des niveaux de valorisation intéressants. Ça vient protéger un portefeuille. Parce qu'une boîte qui est sous-valorisée, elle aura moins de drawdown généralement qu'une boîte qui est survalorisée, même si la boîte survalorisée est dans un secteur qui est ultra stable. Ok, donc faites bien attention. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que vu que vous cherchez des boîtes sous-valorisées, que vous devez accepter d'acheter des boîtes qui ont un moins bon management, une moins bonne qualité comptable, qui n'ont pas vraiment d'avantage compétitif. Attention à ça aussi. Ok, la valorisation, ça vient en dernier. C'est pour une raison. C'est parce que d'abord, on veut s'assurer d'acheter des bons business. Et après, on valorise pour savoir à quel prix on ne prend pas trop de risques avec tout ça. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez qu'on voit ensemble votre portefeuille et qu'on l'améliore, qu'on construise quelque chose pour l'améliorer ou qu'on construise ensemble un portefeuille pour surperformer les indices à long terme, vous avez le lien dans la description pour réserver un appel directement avec moi. L'appel est gratuit, engage en rien et si on voit qu'on peut bosser ensemble, je vous ferai une proposition à l'issue de l'appel, sinon vous repartirez avec de bonnes informations. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Pensez à liker, vous abonner et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces analyses, de ce qui se passe en ce moment sur Walmart et sur l'IA. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!